Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une petite machine qui est plutôt intéressante, la BQ B1. La machine est sortie il y a quelques semaines et pour ma part je l'ai eu avec 3D Electroshop. C'est une machine que j'ai achetée parce qu'elle me paraissait vraiment intéressante au regard de ce qui est proposé actuellement sur le marché, notamment les produits de Creality. Dans un premier temps on va regarder les équipements de la machine et puis ensuite je vous donnerai mon ressenti sur l'imprimante. Nous voilà devant la BQ B1, on va déjà s'intéresser à la structure de la machine puisqu'elle est assez particulière. Donc comme vous le voyez c'est un modèle all-in-one, donc c'est-à-dire que toute l'électronique est dans une base sur laquelle repose le reste de la machine. Donc l'originalité se trouve au niveau des montants de la potence, donc une des parties les plus intéressantes de la machine, puisque tout est sur glissière, donc on dispose de suffisamment de débattement grâce à ces glissières pour pouvoir ajuster la machine correctement. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec les vis et puis une équerre pour véritablement tout mettre d'aplomb et avoir quelque chose de parfaitement droit. Ça c'est quelque chose que les machines standards ne proposent pas, puisque généralement on a un châssis sur le dessous et on a des vis traversantes qui viennent dans les montants et globalement ça ne laisse quasiment aucun jeu, donc aucun réglage possible. Donc c'est-à-dire que si les trous sont mal percés, si les vis sont un peu vrillées, et bien en fait on va mettre des contraintes sur la structure, et ce qui va se passer c'est quand on va vouloir monter en Z, il va y avoir des points durs, peu importe ce qu'on va faire. Ici on peut véritablement jouer à droite ici comme à gauche, avec les glissières, et puis faire un ajustement vraiment tip top. L'autre originalité c'est le double rail en Y. Ici donc, au lieu d'avoir le plateau en équilibre sur un seul rail, il est piloté par un double rail, donc ça offre une meilleure stabilité. Ça a beau être une petite machine, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable, parce qu'on a vu notamment sur les Ender 3 et Ender 3 Pro, même si sur la Pro ils ont élargi, ils ont mis du V-slot en 40 par 40. Ici on a 2,20-20. Alors comme je l'ai dit, ça apporte de la stabilité, puisque le plateau est mieux maintenu, mais ça permet aussi d'avoir une machine qui débute moins haut, plutôt qu'un 40-40, et du coup la machine peut monter jusqu'à 270. Donc là où la Ender rajoute 20 ici, et fait un bloc de 40 par 40, elle perd 2 cm que la B1 récupère en volume d'impression. Vous avez remarqué qu'ici on a un petit tendeur de courroie pour le Y, donc ça c'est assez appréciable, notamment parce qu'il est en aluminium anodisé. Vous le verrez dans ma comparaison avec la Ender 3 V2, elle a bien un système de tension de courroie, mais c'est en plastique. Ici, c'est donc en alu. On reste en dessous du plateau, on remarque les grandes roues en plastique injecté, et puis également des ressorts assez durs, même très durs, des bleus, je crois que c'est parmi les plus résistants qu'on peut trouver sur le marché. Et puis on voit aussi que le lit est isolé avec de la mousse. On continue sur la structure, donc tout le reste c'est assez standard on va dire. Sur la partie droite on n'a pas de tendeur de courroie, mais bon j'ai envie de dire que c'est pas forcément le plus difficile ni le plus intéressant à avoir. On n'a pas de fil en trop ici, notamment parce qu'on n'a pas de détecteur de fin de filament qui arrive là. Alors en fait, ils ont joué la carte inverse. Ils ont inversé les choses par rapport à d'autres machines. Sur d'autres machines, on a un taquet qui est sur la tête d'impression, qui vient embuter sur le capteur de fin de course. Ici, c'est l'inverse. Le capteur est ici. Le capteur est ici, et donc la butée, elle est juste là. C'est le même fonctionnement, hein, mais bon, ça fait quelque chose d'un peu plus propre. En tout cas, ça enlève des câbles sur la partie gauche. On remarque qu'il n'y a pas de protection au niveau du moteur et donc de la poulie d'entraînement de l'axe X. Ça peut être quelque chose de dérangeant, notamment si on a plusieurs imprimantes les unes à côté des autres, ou si le filament venait à se mettre dedans. J'ai pas encore eu le cas, mais c'est quelque chose qu'il faudra peut-être surveiller. Bon, dans tous les cas, on peut se modéliser ou même s'imprimer un cache, hein, tout simplement à rajouter par ici. Au niveau des équipements, on va déjà regarder la partie extrudeur. Donc au niveau du bloc extrudeur, on a un détecteur de fin de filament, un extrudeur de type MK8, c'est un extrudeur standard. Personnellement, j'en ai un sur ma Ender 3 qui est en place depuis plus de 3 ans, qui n'a pas bougé. Celui-ci est assez bien, puisque le ressort est assez ferme, et en plus il est tout en aluminium. C'est pas du tout du plastique, tout ça c'est de l'aluminium anodisé. On peut donc voir le passage du câble USB qui gère toute la tête.
Tant qu'on est derrière la machine, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul axe Z. Mais bon, sur ces machines, c'est pas quelque chose de très contraignant. Alors nous voilà donc sur la tête d'impression. C'est une tête d'impression qui est assez compacte. Malgré tout, elle a quand même deux ventilateurs de 40-10 avec un système de fang à 360 degrés qui est plutôt efficace. Donc on peut voir que tout le faisceau électrique traditionnel a été remplacé par un câble USB-C. Ça c'est plutôt un bon point, parce qu'on peut faire transiter énormément de données de toute façon sur un câble USB-C, et puis c'est vachement commode d'avoir qu'un seul connecteur directement sur la tête. Il y a un autre avantage, c'est qu'il suffit d'enlever les deux vis là, et de faire basculer la tête pour la retirer. Si on veut travailler dessus à distance, c'est plutôt pas mal. On a un ventilateur 40-10 traditionnel pour le refroidissement du heatsink. À ce niveau, c'est un heatsink assez particulier. Comme vous le voyez, il est fixé par le dessus. Et les vis de maintien du ventilateur sont également traversantes, elles vont dans le heatsink. Donc c'est un heatsink qui est percé à 4 points sur le dessus et 4 points sur la face. Par ailleurs, la buse est également propriétaire. Alors c'est pas comme chez Creality, c'est pas un pas qui est propriétaire. On est toujours sur du M6 en 1 mm. Le truc c'est que c'est au niveau de la taille de la buse. Il va falloir trouver des buses avec des queues assez longues, mais pas trop, pour pouvoir conserver le fang. Disons que là, si on change de buse pour une autre, elle sera peut-être trop courte ou trop longue. Enfin bref, il va falloir ajuster, il va falloir essayer de trouver quelque chose pour tomber pile poil avec le fang. Si la buse est trop longue, on va devoir imprimer tout un fang pour le rabaisser. Sinon, il va falloir imprimer tout un bloc et faire un bloc custom de A à Z. Alors, un autre point intéressant de cette BQ B1, c'est son plateau d'impression. Le plateau lui-même est en 24 volts, donc il chauffe assez rapidement et assez bien. C'est assez homogène, il n'y a pas de souci là-dessus. L'avantage du plateau, c'est que c'est directement livré avec une feuille magnétique. Donc ici, on a un revêtement magnétique qui est collé, donc on peut le racheter à part, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est livré avec cette feuille double face, qui est une feuille en métal, qu'on peut positionner simplement comme ça. On la met comme on veut. Elle est double face. Si jamais on l'endommage d'un côté, on peut toujours la retourner. Moi, personnellement, dans mes tests, j'ai trouvé que ça accrochait super bien. Après, il faut aimer l'aspect granuleux que ça laisse. Là, je vous le laisse comme ça avec la lumière pour vous rendre un petit peu compte. Ça donne un certain effet. Maintenant, si on veut des pièces bien lisses, ou quelque chose de plus satiné, ou avec un petit peu moins de relief, il faudra passer sur une Mamoribot, sur un verre, sur ce que vous voulez. Voilà. Nous voilà donc face à la machine pour voir un petit peu son écran, son menu, et c'est ça vraiment qui la différencie des autres sur le marché. Alors, elle est équipée, je vous l'ai dit, d'une carte mère Bigtreetech SKR 1.4 et de l'écran qui est associé, donc un TFT 35, donc 3,5 pouces, tactile, qui propose un double menu. Et c'est ça vraiment l'avantage de la machine. Vous savez que je suis pas un très grand fan des écrans tactiles, dans le sens où ces écrans, généralement, sont très vite bridés. On retrouve pas tous les réglages sur ces menus tactiles, notamment le réglage des steps, des accélérations, du jerk. Toutes les fonctions avancées de la machine, généralement, on les retrouve pas. En tout cas, c'est le cas pour Creality qui bride vraiment ces machines à mort à ce niveau. Ça a changé depuis cette machine. Là, ils ont vraiment intégré quasiment toutes les options dont on peut rêver sur l'interface tactile en elle-même. Et si ça suffit pas, on peut toujours accéder à l'autre menu émulé de Marlin directement. Donc il y a bien les deux interfaces sur la machine. Là, on va déjà aller voir un petit tour dans Marlin, parce que bon, c'est quelque chose que tout le monde connaît quasiment, donc le tour va être assez vite fait. Donc pour aller sur Marlin, c'est pas compliqué, on laisse enfoncer le petit bouton, et puis on va choisir Marlin en cliquant dessus. Voilà, et donc on est en Marlin 2.0.5, donc une des dernières versions. Donc on retrouve une émulation de l'interface Marlin, donc c'est pas forcément la plus agréable sur un écran TFT, n'empêche qu'on a toutes les fonctions. Donc, comme sur une autre machine, on va appuyer sur la molette, et puis on va dans les options qui nous intéressent. Donc on va pouvoir bouger les axes, faire un auto-home, faire un bed leveling, sachant que si on a activé le Bell Touch sur la machine, il sera activé également dans la partie Marlin. Voilà, on peut disable steppers, on peut gérer ses températures, faire les réglages, les pré-réglages de préchauffe en PLA et en ABS. Et ensuite, on a même accès à toutes les options avancées, donc notamment voilà, les accélérations, les vitesses, le jerk, l'offset, les steps par millimètre. On peut même activer
certaines fonctionnalités UART, notamment du coup les VRF des drivers TMC, changer de mode de stepping, voilà. On peut activer ou pas le Steel Shop, donc ça c'est ce qui rend les drivers silencieux ou pas. Les activer ou les désactiver permet d'activer d'autres options, bon ça c'est quelque chose qu'il faudra voir selon vos besoins. Voilà. On peut choisir de faire son calcul d'e-step en millimètres cubes. Ça, généralement, c'est pas trop recommandé. Ça dépend comment vous travaillez, avec quel slicer vous travaillez. Voilà. On a tout ce qui est réglage BL Touch. Voilà. Et donc les fonctionnalités assez basiques également pour lancer des impressions. Voilà. Si vraiment il y a des options que vous ne trouvez pas donc sur le menu tactile, vous pouvez les retrouver ici. Maintenant, je vais vous montrer quand même ce qui se trouve sur le menu tactile, qui est vraiment intéressant. Donc on laisse enfoncer et on va reprendre l'écran tactile. Voilà, donc ici on a des données qui sont assez claires, assez basiques. Donc la température de la buse, la température du lit, le pourcentage de ventilation, la vitesse et le feed rate par la même occasion, des informations d'état de l'impression, ça pour accéder au menu, ça pour lancer le print. Voilà. Donc on va déjà faire comme si on allait lancer un print. Donc si on lance un print, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois options. Sur d'autres machines, si vous voulez lancer une impression depuis une carte SD et que votre port de carte SD vient à être défectueux, en gros vous êtes bon pour la casse. Maintenant il y a de plus en plus de machines sur le marché qui proposent plusieurs sources pour l'impression. C'est notamment le cas ici. Donc ici on a la TFT SD, c'est-à-dire la carte SD qui est juste là au niveau de l'écran. Donc c'est une micro SD. On a la carte SD on-board, donc ça c'est celle qui est accessible sur ce côté un peu plus loin de la machine sur la carte mère. Et on a également un port USB sur l'écran, donc c'est-à-dire que je peux imprimer avec une clé USB. Donc ça permet de mieux gérer ces impressions aussi, en tout cas de mieux les préparer. Et puis si jamais le port SD venait par exemple à être défectueux, on pourra toujours imprimer en USB. Ça c'est pour ce qui est basique. Dans le menu, on retrouve tout ce qui est température et ventilation. Donc préchauffage, il y a déjà 3 programmes préenregistrés, PLA, PETG, ABS. La ventilation, voilà, pour faire un test de ventilation. Vous entendez qu'à 100%, ça change pas énormément. Les ventilateurs s'entendent un petit peu, mais franchement, c'est très supportable. Et puis une fonction pour le refroidissement automatique. Voilà. Dans les déplacements, le fameux home, les déplacements de chaque axe. Ici, on a le réglage d'un BL Touch ou d'une sonde d'auto-leveling. Donc voilà, avec toutes les options. Ici, on a un pré-réglage des 4 coins pour faciliter le leveling à la feuille et aux roulettes. Voilà. Là, on a un bouton d'urgence. Si jamais on veut vraiment arrêter son imprimante d'un coup, plutôt que d'aller chercher le bouton derrière la machine, on appuie là, elle s'arrête tout de suite. Maintenant, on arrive aux parties véritablement intéressantes de cette machine. Donc ici, on a un espace G-code qui va vous permettre très simplement de lancer les G-codes que vous voulez. Donc là, vous pouvez lancer n'importe quelle commande G-code. C'est comme si vous étiez sur Printerface, comme si vous étiez sur le panneau de contrôle de PS3D avec un branchement en USB, peu importe. Ici, vous pouvez véritablement lancer tous les G-codes que vous voulez. Il suffit de les taper, on fait Send, et ça lance la commande interprétée par la machine. Donc ça va permettre peut-être d'aller plus vite pour les gens qui connaissent déjà les commandes G-code que d'aller chercher dans les menus, par exemple, pour changer les e-steps et ainsi de suite. Ça va permettre aussi de réaliser des tests, ça va permettre de faire un PID, ça va permettre de faire plein de choses. Véritablement, à partir du moment où on a cet écran qui permet de lancer n'importe quel G-code, j'ai envie de dire, on n'a même plus besoin de brancher la machine à un PC à aucun moment. C'est vraiment une machine qui peut tourner comme ça, on le met dans un établi, on le met dans un garage ou peu importe, il n'y a plus besoin d'avoir un PC à côté pour la configurer, pour la faire évoluer, pour la débloquer ou ainsi de suite ou pour faire des tests. Ensuite on a la partie Custom. Donc ça c'est des petites options, c'est des petits raccourcis d'options qui sont vraiment sympas aussi. Donc c'est là qu'on va retrouver le débrayage des moteurs, l'initialisation de la carte SD, pour enregistrer les réglages ou pour les restaurer. Voilà.
Ensuite vient la partie Settings, qui est encore découpée dans d'autres menus. Donc, on peut intervenir déjà au niveau de l'écran. Donc ici, on va gérer tout ce qui est écran. Donc on peut faire une rotation de l'écran en mode paysage ou en mode portrait. On peut le calibrer. On peut choisir la langue des menus parmi 15 langues. Il y a le français dedans, moi je suis plus à l'aise avec l'anglais. J'ai testé, c'est bien traduit, mais bon, je pense que beaucoup restent en anglais de toute façon sur d'autres machines, donc là je reste en anglais sur celle-là aussi. Là c'est le son que fait l'écran à chaque fois qu'on appuie sur l'écran. Voilà, on peut le désactiver, bon, je trouve pas ça gênant. On peut choisir la couleur du fond de l'écran, ainsi que la police, en tout cas des barres de menu, et puis les couleurs de la police. Bon, ça c'est des petits réglages, voilà, de personnalisation, qui sont pas très utiles, mais qui sont toujours sympas à avoir. Ensuite, des réglages de la machine. Donc on peut ici revenir reconfigurer les options custom. La couleur de la LED, oui alors ça j'en ai pas parlé, mais la tête d'impression est équipée d'une LED avec un code couleur qui permet d'indiquer son état. Donc si la machine est en train de s'initialiser, si elle chauffe, si elle est chaude, ou si elle se refroidit et qu'on peut la manipuler. Et au-delà, on peut sélectionner manuellement pour éclairer la pièce lorsque l'on l'imprime. Selon voilà ces réglages. Donc c'est juste une RGB standard. Ici on peut relancer à nouveau du code, on récupère encore l'arrêt d'urgence. Et ici on atteint les paramètres. Donc c'est ici que c'est super intéressant puisque vous allez voir qu'on est sur un écran tactile qui permet d'accéder à des réglages très avancés. Donc les steps par millimètre, les VRF, le feed rate maximum, l'accélération max, les réglages d'accélération, l'offset de la sonde. Et ça, c'est le réglage pour le sensorless, quand on active le stall guard sur les TMC, pour régler le niveau de sensibilité, ce qui fait qu'on va pouvoir enlever les capteurs de fin de course physiques. Et en fait, ce sont les moteurs. Quand les TMC vont détecter que le moteur force un tout petit peu, la machine va comprendre qu'elle est arrivée en butée. Et il me semble qu'on peut aussi faire du rattrapage de couches pour éviter le layer skip et tout ça avec ce même module. On revient à notre écran normal. Donc là, on a les infos de la machine. On peut déconnecter l'écran de la carte mère, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc là, on peut sélectionner la vitesse de transfert. Alors, j'ai oublié de vous montrer les features. Donc ça, c'est également un ensemble d'options qui viennent en plus, qui sont également très utiles. Donc on peut inverser les axes. Si jamais on change de TMC à l'intérieur de la machine, il n'y a pas forcément besoin de reflasher. Il suffit d'inverser les axes. Ici, on peut activer ou non le détecteur de fin de filament. On peut accélérer les déplacements, la vitesse de déplacement des axes X, Y, Z. On peut choisir de court-circuiter ou pas les start scripts et les end scripts sur les G-codes qu'on envoie à la machine. Si on souhaite, on peut également activer un mode de visualisation différent dans les dossiers pour les fichiers d'impression, sachant que normalement on peut faire des petites vignettes de prévisualisation, ce qui permet de retrouver plus facilement ces fichiers. Le truc c'est que j'ai essayé sur S3D, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne qu'avec les G-codes qui sont faits sous Cura. On peut choisir la couleur de la molette, là on a les réglages de luminosité, on peut choisir de lancer un Marlin en full screen ou pas, et on peut rétablir par défaut, voilà. Cette fois on a fait le tour. Alors vous avez vu, c'est une machine qui est plutôt bien équipée, elle est assez originale, tout est vraiment bien pensé, et c'est ce qui démarque un petit peu BQ et Big Tree Tech sur le marché aujourd'hui, c'est que c'est des marques qui cherchent à percer, donc en fait elles sont assez proches des communautés, elles écoutent vraiment les utilisateurs pour essayer de proposer quelque chose d'innovant, de nouveau. Là, il faut savoir qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, BQ vient d'annoncer qu'ils viennent de faire une mise à jour du firmware pour la machine. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont ajouté. Éventuellement, il y a peut-être des fonctions avancées pour certains drivers. C'est quelque chose qu'il faudra voir. En tout cas, on peut déjà faire énormément de choses avec la machine, comme vous avez vu, par rapport au double menu, qui est vraiment très original, très intéressant. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des acheteurs de Ender 3, qui est la principale concurrente en fait de ce type de machine, passent sur des cartes mères Big Tree Tech SKR. C'est le BQ B1 finalement, c'est un petit peu comme une Ender 3 ultime, dans le sens où c'est comme si vous achetiez une Ender 3 et que vous y mettiez les cartes mères et l'écran et en fait tout ce que l'on met en upgrade actuellement sur les machines de Creality. Ici elle regroupe finalement déjà la plupart des évolutions qu'on met sur une Ender 3, à part peut-être l'extrudeur, on pourrait passer sur un BNG, et auquel cas il n'y aurait même pas besoin de flasher, il suffirait d'aller dans le menu pour configurer les nouveaux steps. Il y a déjà le lit magnétique. En plus, la carte mère est super évolutive, il y a de la place pour un second extrudeur, il y a également énormément de ports supplémentaires pour y brancher tout un tas d'accessoires. Il y a un exemple très simple, la machine est livrée avec un adaptateur pour y mettre un BL Touch, il suffit de le visser sur la tête.
Ensuite, on prend un BL Touch, on le fixe sur le support, on le branche à l'arrière de la machine, il y a une connectique qui arrive à côté du port USB. On va dans le menu, on active le BL Touch, et c'est parti, il n'y a pas besoin de flasher, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. À côté de ça, il y a tout un tas de réglages directement dans les menus, qu'on ne trouve même pas chez Creality, en tout cas pas sur les écrans tactiles, ni chez Artillery, ni chez Tevo, nulle part ailleurs. Pour ce qui est de la surface d'impression, la feuille est vraiment très flexible. C'est vraiment un bonheur d'imprimer là-dessus, ça accroche vraiment d'enfer. Il n'y a absolument pas de souci, qu'on fasse des toutes petites pièces comme des grosses, ça se décolle tout seul. Au niveau de la qualité d'impression, on est vraiment sur quelque chose de top, dans les standards de ce qui se fait aujourd'hui de toute façon. L'avantage qu'a cette machine par rapport à une autre, c'est surtout son châssis, avec les réglages que l'on peut faire. Il suffit de prendre une équerre, et puis je veux dire, on triangule, et on a une machine qui est vraiment carrée de partout. Un autre bon point que j'ai déjà mentionné dans la présentation, c'est le double rail au niveau de l'axe des aides, pour le plateau. Franchement, il n'y a rien de plus stable. Je comprends pas que Creality s'embête encore à faire un monorail. C'est même pas pour des raisons économiques, c'est juste en fait, ça n'a pas de sens, c'est tout, voilà. Bon, globalement, je suis vraiment séduit, je suis vraiment très impressionné par la qualité de la machine, par tous les petits trucs qui ont été super bien pensés. Il y a des choses vraiment très simples, des petits trucs très bêtes qui sortent tout simplement de l'expérience des utilisateurs. La possibilité aussi d'avoir du sensorless homing, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Personnellement, c'est pas forcément une option qui m'intéresse immédiatement, mais ça peut être sympa. Pour ce qui est des petits bémols de l'imprimante, parce qu'il y en a quand même toujours, on trouve toujours de toute façon quelque chose à redire sur le matériel. On peut pas penser à tout, et puis de toute façon les marques doivent faire des choix à un moment ou à un autre. Que ce soit économique, que ce soit stratégique ou bien que ce soit logique. Alors personnellement, ce que je trouve dommage, c'est la position et la hauteur du bouton reset qui se situe juste en dessous de la molette de réglage de l'écran. Je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu moins accessible, on va dire, parce que ça m'est arrivé d'appuyer dessus bêtement alors que la machine était en impression. Donc là c'est foiré, hein. Je veux dire, il n'y a même pas de reprise après coupure, c'est un reset. Donc il n'y a pas eu le temps de mettre la mise en mémoire et tout, on peut pas reprendre. Autre point qu'on avait déjà vu avec la CR10 de Creality à l'époque, ça se situe au niveau des fentes du boîtier pour la carte SD, pour l'accès aux cartes SD. Moi je trouve qu'il est trop facile de rater le port SD justement et d'aller mettre la carte entre la carte mère et le châssis. Et puis même pour la retirer ou bien pour l'enfoncer jusqu'au bout, c'est vraiment pas pratique. Bon, en contrepartie, il y a quand même le port USB qui est vraiment beaucoup plus pratique pour lancer des prints. De toute façon, voilà. Après, c'est affaire de goût, hein. Autre point qui va peut-être faire débat, c'est au niveau de la tête. Alors, avoir une tête comme ça, super compacte, qui s'enlève avec deux vis, c'est plutôt sympa pour bricoler. Maintenant, le système du radiateur en lui-même, qui est assez spécifique. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à un heatsink de Tevo Tornado, c'est-à-dire un MK8 bien plus large, donc de forme un petit peu plus rectangulaire, à ceci près qu'il a été percé et taraudé en 4 points par le dessus et sur le devant. Donc, si demain vous voulez changer de tête, il va falloir soit conserver le heatsink et puis changer juste le heat break avec le bloc de chauffe et vous arranger pour arriver à la bonne hauteur pour conserver ce fan duct, soit il va falloir tout changer, auquel cas il va falloir remodéliser toute la pièce là en tenant compte du fait qu'il y a une carte fille à intégrer au système, une fixation pour la nouvelle tête, et puis uniquement 2 vis pour le maintien au-dessus. Dernier point, entre guillemets, négatif à souligner, c'est la buse. La buse est assez spécifique. Alors c'est pas un pas spécifique, c'est juste qu'en fait, c'est un mélange de MK10 avec un pas de vis en M6 par 1 mm. Donc le pas de vis, tout ça, c'est standard. Seulement, la queue est un peu longue. Alors là où ça peut poser problème, c'est que dans sa hauteur totale, c'est assez long et c'est absolument pas une longueur standard. Donc, soit on va se retrouver avec des buses trop grandes ou trop petites. En tout cas, ça risque de poser problème à la fois avec le BL Touch qu'on risque de vouloir monter, ou alors avec le Fang. J'ai remonté l'information à BQ, je leur ai demandé pourquoi le choix de cette buse. Ils m'ont répondu que c'était un ingénieur qui avait travaillé dessus et que les performances étaient meilleures. Alors pour ceux qui s'inquiètent de savoir s'il va y avoir des buses de remplacement, on m'a dit qu'il y en aurait dans le courant de ce mois. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura des diamètres différents ou des matières différentes. Pour l'instant, c'est livré avec de la buse en laiton en 0,4 mm de diamètre. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de se faire des heat breaks custom en récupérant des heat breaks de type V6 et en les recoupant à la taille qu'il nous faut, en calculant la longueur qu'il nous faut par rapport au bus qu'on veut mettre dessus. Mais bon, ce serait quand même sympa de voir si BQ peut pas nous sortir quelque chose de plus adapté ou même proposer un bloc de chauffe à la bonne dimension pour pouvoir récupérer des bus MK8 ou peu importe, en tout cas quelque chose de plus standard. Sans trop m'avancer sur une autre vidéo que je vous prépare de comparatif avec la Ender 3 V2, je peux déjà vous dire qu'au tarif où est proposée cette BQ B1 par rapport à la Ender 3 V2,
le match est plié. Par rapport à l'équipement, aux fonctionnalités, à la qualité générale et puis au prix qui est beaucoup plus élevé sur la Ender 3 V2, il n'y a pas photo, la B1 est largement plus intéressante aujourd'hui en achat, que ce soit pour un premier achat ou pour un achat d'une petite machine, si on veut une machine un petit peu nomade, qu'on veut bouger à gauche à droite, ou alors même si on n'a pas besoin d'une très grosse machine et qu'on veut simplement agrandir son parc. Je pense que l'investissement est beaucoup plus intéressant sur ce type de machine. Ça nécessitera moins d'upgrades puisque c'est déjà suffisamment équipé. Et c'est aussi une machine qui est beaucoup plus simple à faire évoluer dans le sens où le menu est assez permissif. C'est quasiment une machine qui peut se passer d'un PC. Alors actuellement la BQ-B1 on la trouve surtout en Chine sur les sites d'importation, que ce soit Gearbest, Banggood, etc. Mais il y en a déjà un petit peu de stock en France, notamment chez 3D Electroshop. Donc l'avantage qu'on a d'acheter une machine en France, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a accès à un SAV en français, avec des heures françaises, et qu'on peut se faire dépanner la machine aussi, en se faisant envoyer des pièces en 24 à 48 heures s'il y a besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous en savez plus maintenant sur cette petite BQ-B1, qui mérite vraiment le détour, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment une vidéo de comparaison avec la Ender 3 V2, et puis aussi une vidéo qui présente l'assemblage de la machine, que j'ai pas franchement évoqué là dans cette vidéo, mais qui est plutôt simple, avec une notice bien détaillée. En tout cas, bon, c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, c'est du niveau des Ender et compagnie de n'importe quelle autre machine en kit. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!